Bonjour à tous. Alors, une des questions qui est sur toutes les lèvres en ce début d'année concerne la croissance mondiale. Après 4 ans de stagnation à un bas niveau, va-t-elle finalement redémarrer? Donc, inutile de faire durer le suspense. Pour nous, ce ne sera pas encore pour cette année. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous pensons ça pour 3 raisons, et je vais y revenir au cours de cet exposé. La première, bien sûr, c'est la Chine. La deuxième, c'est la montée des risques politiques. Et la troisième raison qui nous fait penser ça, c'est bien sûr le prix du pétrole. Alors vous le savez, vous avez suivi l'actualité, la baisse du prix du pétrole en ce début d'année est vraiment accusée de tous les maux, notamment de déstabiliser beaucoup de pays émergents, mais aussi indirectement d'agir sur la volatilité des marchés financiers, parce qu'en maintenant l'inflation à un bas niveau, elle désincite totalement les banques centrales à remonter leurs taux, ce qui fait qu'elles injectent toujours plus de liquidités sur les marchés et génèrent ainsi davantage de volatilité. Alors, l'ironie du sort, c'est que l'année dernière, exactement à la même époque, c'était déjà un sujet d'actualité, cette baisse du prix du pétrole. Et d'une manière générale, la vision qu'en avaient les économistes et les chefs d'entreprise est qu'elle aurait un impact positif sur la croissance mondiale, notamment parce qu'elle bénéficierait aux pays qui en importent. Et la majeure partie des grandes économies avancées sont dans ce cas. Donc, ce que je vous propose pour commencer ce panorama, c'est de faire un rapide bilan de l'année dernière en nous posant une question simple finalement, est-ce que cette baisse du prix du pétrole a vraiment profité aux grandes économies avancées? Alors, commençons par nous intéresser aux entreprises, parce que ce sont bien sûr les premières qui sont censées bénéficier de cette baisse des prix du pétrole à travers une réduction du coût de leurs intrants. Donc attention tout de même, baisse du coût de production ne signifie pas forcément augmentation des marges, notamment dans le cas où la totalité des gains liés à la baisse du prix du pétrole serait répercutée sur les prix à la consommation. Et rétrospectivement, c'est vrai qu'on aurait pu se dire que ce serait le cas, parce qu'on était dans un contexte de croissance molle, et qui dit croissance molle, qui dit demande faible des ménages, dit faible pouvoir de fixation des prix pour les entreprises. Alors, ça n'a pas été le cas. C'est ce que vous voyez là sur le graphique de gauche derrière moi, où est mesuré l'écart entre l'inflation à la consommation, c'est-à-dire l'inflation telle qu'on la connaît, et l'inflation à la production. Et donc, ça illustre ce que je viens de vous dire, l'inflation à la consommation a moins ralenti que l'inflation à la production. Vous voyez un écart grandissant entre les deux. Donc, dit autrement, les entreprises n'ont pas répercuté la totalité de leurs gains sur les ménages. Donc, la question ensuite qui vient et qui est très simple est qu'ont fait les entreprises de ce pactole, qu'ont fait les entreprises de ce chèque cadeau? L'ont-elles dépensé ou l'ont-elles économisé? C'est très difficile de le mesurer avec exactitude. Vous avez quand même un élément de réponse sur le graphique de droite, c'est la dynamique de l'investissement des entreprises depuis que le prix du pétrole a commencé à baisser en mi-2014, et vous voyez que dans la quasi-totalité des pays, elle est positive. Alors, à des rythmes différents, bien sûr, mais les deux exceptions sont en bas du graphique. Vous voyez le Japon et l'Italie, pour lesquels ce n'est pas le cas. Donc, je le disais, et vous le savez, l'inflation à la consommation a quand même ralenti, ce qui est le signe que les entreprises ont quand même répercuté une partie de leurs gains sur le consommateur. Donc, la question qui se pose ensuite pour les consommateurs est exactement la même. Qu'en ont-ils fait? Ont-ils épargné ce pactole ou l'ont-ils dépensé? Là encore, difficile de le mesurer avec exactitude, mais un élément de réponse sur le graphique de gauche, vous voyez que ça a coïncidé avec une progression de la consommation des ménages dans la quasi-totalité des grandes économies avancées, avec une exception très visible, le Japon. Alors, pour être tout à fait franc, la forte baisse de la consommation des ménages que l'on observe au deuxième trimestre 2014, elle est liée à l'augmentation du taux de TVA. Mais vous voyez que même ensuite, ça ne repart pas. Et la réponse, vous en avez la confirmation finalement sur le graphique de droite, c'est de loin le seul pays où le taux d'épargne a progressé pendant cette période. Donc les Japonais n'ont pas dépensé leurs gains liés à la baisse du prix du pétrole. Au final, donc, un impact qui semble d'une manière générale positif pour l'ensemble des pays, avec cette exception qui est le Japon. Donc vous le savez, la baisse du prix du pétrole est en partie liée aux craintes sur le ralentissement chinois. Et c'est la deuxième grande question qui se pose aujourd'hui. Quel effet de ce ralentissement chinois sur nos économies, et notamment donc sur les grandes économies avancées? Donc on s'est posé cette question, et la question plus précise même qu'on s'est posée, c'est finalement quel était l'impact d'une baisse de la production industrielle sur les 7 économies avancées que vous voyez là à gauche du tableau. Alors pourquoi la production industrielle?
Pour une raison très simple. C'est le secteur qui est le plus affecté aujourd'hui en Chine. Il y a un ralentissement qui est général en Chine, mais le secteur industriel souffre davantage que les autres secteurs. Donc la question précise est quel est l'effet d'une baisse de la production industrielle sur la production industrielle de ces 7 économies? Alors, que nous disent les statistiques? Déjà, pour être franc, pas grand-chose dans le cas de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Les résultats ne sont pas statistiquement significatifs. Finalement, on peut interpréter ça comme étant une confirmation que le ralentissement chinois a relativement peu d'effet sur ces économies. Ensuite, pour les autres pays, eh bien, le plus simple, c'est sans doute de regarder un cas concret. Prenons l'Allemagne, donc la deuxième ligne, et regardons la deuxième colonne, le 0,48. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une baisse de la production industrielle de 1% en Chine coïncide avec une baisse de la production industrielle en Allemagne d'environ 0,5% après 3 mois. Donc, une fois qu'on tient compte du poids de l'industrie dans le PIB en Allemagne, c'est ce que vous voyez dans la 3e colonne, on aboutit à la 4e colonne qui permet vraiment de classifier les pays en fonction de leur exposition au ralentissement chinois. Et assez nettement, vous voyez 2 pays qui se démarquent en tête du peloton, c'est le Japon et l'Allemagne. Donc ce n'est pas une surprise finalement, ce sont les 2 grandes économies avancées qui commercent le plus avec la Chine, et ce sont aussi les 2 grandes économies avancées dans lesquelles le poids de l'industrie dans le PIB est le plus élevé. Donc, vous m'avez entendu déjà prononcer le mot Japon plusieurs fois depuis le début de cette présentation, et souvent de manière assez négative. C'est vrai que le tableau, d'un point de vue macroéconomique, est plutôt pessimiste quand on regarde le Japon aujourd'hui. Donc, à la fois les entreprises et les ménages n'ont, semble-t-il, pas profité de cette baisse du prix du pétrole. Le Japon semble le plus exposé au ralentissement chinois. Et pourtant, le paradoxe, c'est que quand on s'intéresse à la situation du côté des entreprises, et c'est ce que vous voyez sur ce graphique avec l'évolution des défaillances, elles continuent de baisser. Donc, comment expliquer ce grand écart? Premièrement, par une raison que j'ai déjà plus ou moins évoquée, c'est que les entreprises japonaises n'investissent pas, mais gardent leurs gains en trésorerie. Donc ça leur permet de survivre. Et puis la deuxième raison qui explique le fait que les défaillances auront été inférieures à 10 000 à la fois en 2014 et en 2015, et c'est la première fois depuis 1989-1990 que c'est le cas. La deuxième raison, c'est bien sûr la politique toujours ultra-expansionniste de la Banque du Japon, qui fait que les entreprises peuvent continuer à s'endetter et peuvent survivre. 90% des demandes de prêts de petites et moyennes entreprises ont été satisfaites en 2015. Donc ensuite, est-ce que ce grand écart finalement entre la macro d'un côté et la micro de l'autre peut perdurer? Nous ne le pensons pas. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse un peu, quand on regarde un peu plus précisément les dynamiques de court terme des défaillances d'entreprises, c'est le petit graphique là que vous voyez incrusté. Donc quand on regarde la dynamique des défaillances, non pas en rythme annuel qui a la bonne idée de montrer les grandes tendances, mais qui écrase un peu les tendances de plus court terme, et quand on la regarde en rythme trimestriel, on s'aperçoit que les défaillances commencent déjà à augmenter, à la fois dans des secteurs comme le commerce de détail, le secteur manufacturier ou la construction. Donc nous pensons que le risque entreprise va progresser cette année au Japon. Alors vous le savez, on a beaucoup dit au cours des 2 dernières années que la France pourrait être éventuellement le nouveau Japon, que le risque de déflation en France à la japonaise était de plus en plus important. La bonne nouvelle quand même en 2015, c'est que ce risque-là a été un peu caché sous le tapis, au moins temporairement. J'ai parlé des effets positifs liés à la baisse du prix du pétrole sur l'investissement, sur la consommation. On en voit les effets sur les entreprises. C'est ce qu'illustre le graphique de gauche. Alors, regardez tout d'abord la courbe en verte qui montre les créations d'entreprises. Donc, cette courbe n'inclut pas les auto-entrepreneurs, je le précise. Vous voyez qu'elle est en très nette hausse. Alors, on est toujours à un rythme de création d'entreprises inférieur à celui d'avant-crise, mais c'est quand même un rythme qui est nettement supérieur à celui d'il y a encore quelques années. Donc, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est la courbe en bleu, celle des défaillances d'entreprises cette fois. Alors, ces données sont vraiment à prendre avec des pincettes, surtout en ce moment, en raison des nombreux mouvements de grève dans les tribunaux de commerce qui ont eu lieu en 2015. Mais globalement, la tendance est assez nette à la baisse. Les défaillances d'entreprises ont baissé de plus de moins 2% l'année dernière, et nous anticipons une baisse d'une même ampleur pour cette année. Toujours du côté des défaillances, je vous invite maintenant à regarder le graphique de droite. Une autre bonne nouvelle réside dans le fait que le chiffre d'affaires moyen des défaillances d'entreprises a tendance à baisser.
Donc dit autrement, de moins en moins de grandes entreprises aujourd'hui sont dans une situation difficile. Donc la situation semble idyllique là, à travers ce que je viens de vous dire, pourtant elle ne l'est pas. On anticipe une croissance de seulement 1,4% cette année en France, en raison de deux principaux bémols quand même à souligner. Le premier, c'est bien sûr le secteur de la construction qui, pour nous, reste le talon d'Achille, en quelque sorte, de l'économie française. Restons un instant sur ce graphique de droite. Je vous disais à l'instant que le chiffre d'affaires moyen des défaillances baisse pour l'ensemble de l'économie. C'était la courbe en jaune. Regardez maintenant la courbe en verte. C'est la même courbe, mais pour le secteur de la construction, vous voyez que là, la tendance est inverse. Donc dans le secteur de la construction, c'est exactement l'inverse. De plus en plus de grandes entreprises sont dans une situation difficile. Et finalement, ça reflète la surévaluation des prix, toujours 25% des prix immobiliers. Et comme nous n'anticipons pas de forte progression des revenus des ménages cette année, ni de forte décrue du chômage, ces excès vont perdurer. Donc c'est la première chose. Et le deuxième frein structurel à la croissance en France, on a tendance à l'oublier, c'est la persistance de surcapacité. Oui, les marges ont augmenté l'année dernière en raison de la baisse du prix du pétrole, en raison du CICE. Elles vont continuer à augmenter cette année, vous le voyez sur le graphique de gauche, mais, vous le savez aussi, augmentation des marges ne rime pas forcément avec forte progression de l'investissement en raison de ces surcapacités. Sur le graphique de droite est représenté le taux d'utilisation des capacités. Plus précisément, c'est l'écart du taux d'utilisation des capacités entre sa dernière valeur connue, donc fin 2015, et sa moyenne d'avant-crise, donc entre 2000 et 2007. Dit plus simplement, ça signifie que quand le score est positif, il n'y a pas de surcapacité. Quand il est négatif, il y en a. Vous voyez que la situation est assez claire, le score est négatif dans tous les secteurs, et bien sûr, il l'est aussi pour l'économie française dans son ensemble. Alors, on a comparé la situation aujourd'hui avec la situation il y a un an. Alors, si vous voyez, c'est vrai que si vous voyez le verre d'eau à moitié plein, ben on dit oui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de surcapacité. Mais si vous voyez le verre d'eau à moitié vide, vous vous dites ça ne se résorbe que très lentement. Sauf exception, comme le secteur automobile, qui a été une bonne surprise l'année dernière, mais sinon, on est toujours en présence de surcapacité persistante. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes toujours dans un scénario de croissance, certes en reprise, mais une croissance qui sera au mieux modérée. Et finalement, c'est un constat qui vaut pour la zone euro prise vraiment dans son ensemble. D'une manière générale, on peut souligner deux risques aujourd'hui pour la zone euro, et deux risques qui pèsent sur ce scénario de croissance modérée. Le premier, je l'ai mentionné, c'est la Chine. Et le deuxième, c'est sans doute la montée des risques politiques au sein de la zone euro. Il en a déjà été question au cours, bien sûr, de la précédente table ronde. Alors, ces risques politiques se traduisent notamment par le morcellement des scènes politiques aujourd'hui en Europe, ou tout du moins dans une partie de l'Europe. Alors, ce morcellement des scènes politiques reflète en partie la montée des frustrations sociales. Et ces frustrations, le paradoxe, c'est qu'elles apparaissent quand la croissance reprend. Finalement, ce n'est pas si surprenant. On peut se dire que lorsqu'il y a un choc de croissance négative qui impacte une grande partie de la population de manière homogène, finalement, il y a une espèce de sentiment de fatalité qui nous aide à accepter cette situation. Mais quand la croissance repart, quand on s'aperçoit que son voisin trouve un emploi, mais que nous restons au chômage, c'est peut-être à ce moment-là que la frustration s'exprime au niveau politique. Et elle s'exprime en ce moment, vous le savez, en Europe du Sud. Alors vous avez entendu parler bien sûr des élections au Portugal, en Espagne, et ça confirme finalement une tendance au morcellement des scènes politiques. Vous le voyez sur le graphique de droite, où nous avons regardé le nombre moyen de partis représentés au Parlement. Nous avons scindé l'Europe en 3 régions, l'Europe centrale, l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, dans laquelle nous avons inclus la France. Et regardez la situation en 2010 et aujourd'hui. Les dynamiques sont assez claires. En 2010, donc les courbes en bleu, aucune différence entre les 3 régions. Le nombre moyen de partis représentés au Parlement était les mêmes. En revanche, depuis, des divergences marquées. Et le point central à souligner, c'est pour l'Europe du Sud, où ça confirme ce morcellement croissant. Donc, qui dit morcellement des scènes politiques dit risque de coalition, on l'a vu en Espagne, on le voit également au Portugal, et dit instabilité, bien sûr, possible des gouvernements. Il y a des exceptions, l'Allemagne en est une, mais d'une manière générale, toutes les études qui se sont focalisées sur ce sujet concluent à la même chose. Plus il y a un risque de coalition et plus un gouvernement est faible, moins les entreprises investissent parce qu'elles adoptent un comportement attentiste et attendent plus de certitude. Donc c'est un risque pour cette année, clairement. Alors il y a quand même une bonne nouvelle
qui pourrait résulter de cette situation, c'est que dans ces nouveaux gouvernements, il y a quand même une tendance à davantage de relâchement budgétaire. Et si c'est le cas, au moins à court terme, ce serait favorable pour l'activité, d'autant plus que ça confirme une tendance qui est déjà en cours. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, où est représentée la variation annuelle du solde budgétaire primaire structurel. Dit simplement, c'est un bon indicateur des efforts de rigueur budgétaire qui sont faits par un gouvernement. Donc quand le score est positif, ça signifie que des efforts de rigueur sont faits. Quand c'est négatif, c'est l'inverse. Et la tendance est assez claire. Regardez ne serait-ce que la barre bleu foncé qui montre la situation pour la zone euro dans son ensemble, et vous vous apercevez que de 2011 à 2013, bien sûr, on était dans une situation de rigueur budgétaire. 2014 et 2015, vous ne voyez rien. Ce n'est pas un oubli de notre part, c'est simplement que le score est à 0. Donc vous pourrez qualifier la politique budgétaire de neutre. Et 2016, pour la première fois, un effet positif sur la croissance. Alors, jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé des risques politiques en zone euro. Au cours de la dernière table ronde, on a aussi évoqué les risques politiques pour le Royaume-Uni. Il y a également des incertitudes à venir aux États-Unis avec les élections. D'un point de vue plus économique, pour ces deux pays, le Royaume-Uni et les États-Unis, le diagnostic est similaire pour 2016. La situation économique reste bonne, mais le pic de croissance est clairement dépassé. Il est clairement dépassé pour deux raisons d'après nous. La première, sur le graphique de gauche, c'est l'appréciation des taux de change, à la fois de la livre et du dollar au cours des derniers trimestres, qui pénalise les entreprises exportatrices. Donc ce n'est pas quelque chose de catastrophique, parce que les deux économies sont bien sûr davantage tirées par leur demande interne, mais c'est quelque chose à souligner. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, aux États-Unis, en novembre dernier, l'indicateur de confiance des entreprises du secteur manufacturier était à son plus bas niveau depuis le début de l'année, parce que le secteur manufacturier est le plus affecté par la hausse du dollar. Et puis, le deuxième facteur, il est plus structurel. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer là sur le graphique de droite. Il est lié à une tendance au ralentissement des gains de productivité. Vous voyez sur le graphique de droite que la productivité horaire du travail dans ces deux pays croît désormais moins vite que dans l'OCDE en moyenne. Alors, comment expliquer cette tendance qui en apparence est assez surprenante? Sans doute beaucoup de facteurs. Si je devais en retenir un, ce serait sans doute les bulles immobilières qui ont eu lieu au cours du début des années 2000. Les taux d'intérêt relativement bas dans les deux pays, l'augmentation des prix immobiliers a occasionné un transfert de capital des secteurs productifs vers le secteur de la construction, et ce sous-investissement structurel dans les secteurs productifs se traduit aujourd'hui par moins de productivité, moins de gains de productivité. Donc est-ce un problème ? Moins de gains de productivité, c'en est un dans les situations où le taux de chômage est bas, les marchés de l'emploi sont tendus et donc les salaires vont progresser. Vous le savez, quand les gains de productivité augmentent durablement moins vite que les salaires, ça signifie que les profits vont baisser. Et c'est d'ailleurs déjà le cas aux États-Unis, pas encore au Royaume-Uni, mais ça ne saurait tarder. Donc, encore une fois, une bonne situation économique, mais le pic de croissance est dépassé. Une autre manière d'appréhender ce phénomène, c'est de regarder la dynamique sectorielle, au moins dans le cas des États-Unis. Ce que vous voyez sur le tableau de gauche, c'est notre baromètre sectoriel, qui mesure un peu la santé de 14 secteurs de l'économie en Amérique du Nord, donc ça inclut également le Canada. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que vous ne voyez sur notre échelle de 4 crans là, aucune pastille noire qui montre que le risque est très élevé. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il y a une inflexion du côté des risques. Et le meilleur secteur qui symbolise ça, d'après nous, c'est le secteur automobile. On parle tous en ce moment du boom automobile, notamment aux États-Unis. Et c'est vrai qu'au cours des dernières années, c'est un secteur qui a surpris à la hausse. Ne serait-ce que l'année dernière, plus 6% des ventes, personne ne l'attendait. Nous pensons que ça ne va pas durer et on a une vision beaucoup plus modérée. Nous anticipons seulement plus 2% pour cette année, pour des raisons que j'évoquais. Premièrement, le rattrapage est terminé. Vous voyez que les ventes automobiles ont retrouvé leur niveau d'avant-crise. Et deuxièmement, la politique monétaire qui sera un peu moins expansionniste, même si le resserrement va être très graduel. Et le premier secteur affecté, ce sera le secteur automobile, d'autant plus que beaucoup d'Américains ont acheté une automobile via un accès à l'endettement au cours des dernières années, et même davantage qu'avant crise. Donc, une augmentation des risques dans certains secteurs, l'automobile bien sûr, et bien sûr, sans surprise également, le secteur de l'énergie qui va pénaliser les entreprises, mais on y reviendra au cours de la prochaine table ronde. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que nous déclassons l'évaluation pays du Canada, la mauvaise santé de son secteur de l'énergie. Alors, pour rappel, nos évaluations pays tiennent compte de 3 choses.
La première, c'est notre expérience de paiement chez Coface. La deuxième, c'est bien sûr un très grand nombre d'indicateurs macroéconomiques et financiers. Et la troisième, c'est notre propre évaluation de l'environnement des affaires. Donc on aboutit à une échelle de 7 crans qui va de A1 à D, A1 étant le meilleur risque et D étant le moins bon. Donc quel changement annonçons-nous aujourd'hui ? Le Canada, je vous l'ai dit, en raison de l'importance du secteur de l'énergie. Nous mettons également une perspective négative sur l'évaluation pays du Japon, ça ne va pas vous surprendre après cet exposé. Perspective négative également sur la Finlande. Et enfin, au rayon des bonnes nouvelles, nous annonçons une perspective positive sur l'Italie qui reflète à la fois les bonnes et les mauvaises dynamiques, les points faibles et les points forts de la zone euro. Après d'autres nombreux pays de la zone euro l'année dernière et les années précédentes, c'est enfin le tour de l'Italie, en raison bien sûr des bonnes nouvelles au niveau conjoncturel, la baisse du prix du pétrole qui commence à profiter aux entreprises, les défaillances ont enfin commencé à reculer en Italie, et puis l'effet également de réformes structurelles engagées par le gouvernement Renzi, en matière de réforme du marché du travail et des baisses de charges occasionnées. Et puis aussi, on a tendance à l'oublier, le paiement des arriérés par l'État aux entreprises du secteur privé. Donc, d'une manière plus générale, ce que montrent ces changements d'évaluation et ce que montre ce panorama, c'est que la nature des risques a profondément changé cette année dans les grandes économies avancées. Au cours des 5 dernières années, les questions que nous nous posions étaient essentiellement liées à des risques économiques internes. Quand est-ce que la consommation va repartir? Quand est-ce que le chômage va commencer à baisser? Quand est-ce que l'investissement va repartir? Est-ce que nos banques sont solides? Ces risques, bien sûr, sont toujours présents, mais on peut dire qu'ils sont désormais un peu mis en arrière-plan. Et au-devant, au premier plan, viennent les risques de nature externe. Quel impact du ralentissement chinois? Et surtout, quel effet de la baisse du prix du pétrole? Donc je pense que c'est le principal message à retenir de cette courte présentation. Je vous remercie.